On va parler de l'environnement lié à l'environnement du port. C'est Alexandre qui pilote le débat et donc il prend le micro et il a immédiatement la parole. Merci, monsieur Robert Assante. Donc là, nous allons débattre de la question des ports et de la qualité de l'air en Méditerranée. Je vais vous faire une petite introduction. Je voulais d'abord remercier nos collègues de cette session qui viennent de très loin. Et je vais donc vous les présenter. La question des ports et de la qualité de l'air est effectivement une question complexe. Je voulais juste rappeler à travers ces quelques mots-clés qu'effectivement, il est très important d'avoir une approche intégrée de ces questions en conciliant développement durable, évidemment, protection de la santé, mais également croissance économique et effectivement croissance d'un indicateur important qui est le nombre de passagers, que ce soit ferry ou de croisière, en Méditerranée. Une petite mention au programme MED, notamment et également le programme IEVP qui nous a permis de nous rencontrer simplement et de travailler ensemble sur ces questions. Donc là, si on regarde ces deux cartes, pour exemple, elles vous montrent un état actuel du nombre à gauche, du nombre de trafic, en fait, le trafic maritime en Méditerranée, où on voit effectivement la présence de rails maritimes importants pour le transport de marchandises, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est de le ramener à droite. Vous avez la carte en fait, des émissions de NOx au niveau, donc, qui est une source de l'inventaire EMEP. On voit effectivement l'ensemble des émissions que l'on doit prendre en compte. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais au-dessus de la mer, c'est un milieu ouvert, donc évidemment, la dispersion des dioxydes d'azote, on va en retrouver en très faible quantité, c'est exact, mais quid de cette question lorsqu'on est dans un milieu beaucoup plus confiné que sont les ports? Donc là, évidemment, un autre indicateur que je vous ai mis, c'est le nombre de passagers annuels au niveau de la croisière à droite et les ferries à gauche. C'est des cartes qui sont encore en cours d'élaboration, et une petite mention et un remerciement au programme Médiamer, hein, qui fait partie des 13 projets du programme MED sur l'appel à projets maritimes, dont le projet Caïman, dont Francesca parlera tout à l'heure, et qui nous a permis d'avoir ces cartes-là. On voit à droite aussi un lien avec l'attractivité et évidemment le lien immédiat que nous avons avec tout ce qui touche au tourisme, évidemment, par la croisière. Donc, un petit exemple sur Barcelone, hein, qui fait partie des ports où on enregistre le plus grand nombre de croisières, de touristes utilisant la croisière. Et on voit une augmentation très importante, puisqu'on passe de plus d'1 million il y a 10 ans à 2,5 millions aujourd'hui. Si on compare cette zone de Barcelone avec Marseille ou Venise encore, on voit évidemment que Venise a continué d'augmenter, mais Francesca détaillera cette situation, et également Madame Magali Devez également sur Marseille. Mais on voit que Marseille a vraiment une très forte augmentation du nombre de passagers. Alors évidemment, en 2013, Marseille était capitale européenne de la culture, et ça n'y est évidemment pas pour rien. Mais on atteint effectivement en 2013, on a dépassé le million de passagers. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais on va se focaliser sur 3 exemples. L'exemple de Venise, hein, où on a l'attractivité de Venise n'est plus à démontrer, elle est évidente, mais où à Venise, on a un cas important de navires qui arrivent en plein cœur de la ville, et jusqu'à quelques dizaines de mètres de la place Saint-Marc à Venise. À Caba, où on a un exemple incroyable d'une situation où la ville est actuellement sous le vent du site industriel, et une décision incroyable de relocalisation complète du port, aussi motivée par des questions environnementales.
Et puis à Marseille, où nous verrons le cas d'actions de réduction de ces émissions polluantes avec des solutions qui ont été testées et qui sont envisagées, expérimentées. Voilà, donc rapidement, je vous présente les personnes autour de cette table ronde. Plus précisément, nous avons Madame Francesca Ligori qui travaille à l'ARPA Veneto, qui est l'Observatoire environnemental de la protection, l'agence protection donc à ARPA Veneto, qui est à Venise. Elle est responsable du service de qualité de l'air, donc très au fait des questions d'émissions, mais également de dispersion de ces polluants dans l'atmosphère. Elle est également coordinatrice du projet Caïman, qui est un projet justement qui traite de 5 ports en Méditerranée. Dr Ayman Suleiman, qui est conseiller à toutes les questions environnementales pour l'ACISA, qui est l'autorité pour toutes les questions économiques, sociales et environnementales sur Aqaba. Madame Magali Deves, qui est responsable du département environnement au Grand Port maritime de Marseille. Et enfin, Monsieur Bernard Nicolini, qui est président de l'étang marin, la coordination, qui regroupe plus de 60 associations différentes et qui va nous donner le ressenti de la société civile. Il est également présent à la consultation du schéma de cohérence territoriale sur l'Ouest Provence. Je vous remercie. Voilà, alors que maintenant, je passe la parole, conformément au programme, au docteur Ayman Suleiman. Voilà. Thank you. Assalamu alaikum and good afternoon. Allow me to speak in English as I'm not that good in French. I'll try to, first of all, I would like to thank AirPAC and Marseille for this invitation to allow us and give us the chance to address this distinguished audience, plus introducing the Aqaba city and its experience in terms of port and environmental management on the framework. So I'll take the chance to introduce Aqaba as a city and our experience in terms of environmental management. And I will look at some of the activities that we have done in terms of developing the area. This is our city, Aqaba. It lies at the northern tip of the Gulf of Aqaba in Jordan. It is extreme south of Jordan. It's the only outlet to the sea in Jordan. We have a limited shorelines of 27 kilometers that we aim at developing in terms of to serve for this touristic activities, ports, and protected areas. So it is a bit difficult to really achieve sustainable development that we have actually declared in 2001. This is our small city. It is a normal city that lies at the northern tip of Gulf of Aqaba. It is semi-arid. It has a semi-arid weather. We have high temperatures during summer and acceptable and nice weather during winter. We have almost no rain in Aqaba, but rarely we have some rains. We have prevailing winds from the northern part, which flushes all the things towards the sea. And it has a mountain ridges with a population of 120,000 population. In 2000, it does not work. Sorry. I'll pop. Sorry. I'll go back. Sorry for this. Because I'm trying to beat the 10 minutes. Well, in 2001, the city was transformed into what we call Aqaba Special Economic Zone Authority. It was aimed to serve as the economic engine for the country. And that's why we started by having our master plan, which actually divided the different activities with the different designated areas. We have a small city at the northern tip, and we have an heavy industrial area to the south, and we have a protected area with 7 kilometers out of 27 kilometers. Our target was to
to attract investment in terms of tourism activities with a 50%, industries 13%, 30% as different services, and the light industries with a 7%. We'll have to wait, you said. Yeah, this is actually the plans that we are planning for the area where we are replacing the main port. This is an Emirates project that aims at attracting 100,000 population for this area. This is another mega project which aims at creating 17 kilometers of shorelines and plus some tourism activities. It is a mega project that's undergoing. This is another project also which aims at extending the shorelines with a 1.5 kilometers with some touristic activities at the northern tip. This is a project that has been implemented. It's called Tala Bay at the southern part of Aqaba, which brings the people and some of the tourist activities towards the south, away from the city. I wanted to show those to tell you the challenge that we are facing here. These are the ports that we have at the north. It is a cargo ports plus a phosphate export terminal. It is almost in the middle of the city, so you can all the time see invisible and clear skies that the dust emissions is almost everywhere. And we have in the middle the container ports. At the north and the extreme south, we have industrial jetties. So the decision was made to really, we have two choices, either to really remediate the emissions at the northern part, at the port, the main port, and the cost will be about 20 million, or to take a decision on the national level, not at the local level, to really relocate this port, the main port, pushing it away from the city and actually taking advantage of this whole area for the tourism activities. Okay. These are some numbers from the ports. It shows the number of the ships arriving at Aqaba. So it is almost increasing. It is above 2,200 vessels a year, and the number of passengers is more than, let me see, 430,000. So it is a huge number. So these are some pictures from the phosphate export terminal, and you can see clearly how bad the situation is. So the decision, and you can see the situation where you can see the dust almost everywhere, especially when the winds comes from the south. So these are some of the ports and the activities that we have in the southern industrial area, and the decision, some of the industries and the emissions there. And we decided to have what we call an air quality monitoring network. We looked at the international design, and with the support of the European Union, we managed to really establish our monitoring network between 2003 and 2008. This is the city station, which aims at looking at the air quality levels and the population exposure in the city. This is industrial station near the industries. And this is a mobile laboratory that aims at actually performing what we call hotspot monitoring and actually performing the required monitoring for the environmental impact assessment that we required from any new development activities in the region. And this is the data center, which is also a laboratories that monitors air quality, water quality, and food testing facility. The decision was to take the main port from the northern part to the extreme south area near to the industries, and there is a progress on this way. It aims at creating another area for the tourism as well as solving the environmental issue. So the plan was put there, and this is the plan for the new ports at the southern industrial area. And we actually also plan to have a new phosphate export terminal to replace the old one. The project for the phosphate terminal has been completed. The new facility is there. It was built, and it was delivered to the government. It is almost in the operational phase now.
The new port is on the way. We are in phase 2. This is the new port at the Southern Industrial Area, and we are relocating it piece by piece. So it is on the way. We took advantage of the governance project supported by the European Union to put a station to make sure that all the activities in the Southern Industrial Area in the new port is monitored. So this is part of the cooperation that you have seen from my colleague Dima Hamsi from Lebanon. We cooperate with Avitam in this project. Part of the objective is to establish 4 air quality stations in the region. One of them will be put in Aqaba. This is our initial plan. So we were missing some parts in terms of modeling and data management system that we are utilizing this fund to complete our monitoring network. This is the new port, a recent photo, and this is the last station we just installed last month or 2 months ago. It is not in the operation phase, but it is there, and it will be monitoring all the activities in the area. It will be placed here. And recently, in 17th of September, Jordan, Aqaba Special Economic Zone Authority signed a memorandum of understanding with Avitam to cooperate in terms of the general frame, integrated coastal zone management. So the cooperation is continuous. This is a very good environment, and this is a poor environment for a city. And this is our intention all the time, to keep Aqaba as clean as this. Thank you for listening. Merci beaucoup, Monsieur Soleiman. Nous enchaînons avec Magali Devez, qui est chef du département environnement au Grand Port Maritime de Marseille. Oui. Alors attendez, je vais peut-être récupérer le jouet. Alors j'allais vous traiter exactement la même problématique pour rebondir sur ce qui a été dit et sur la contribution de ce que pouvait apporter la fréquentation des navires à la pollution atmosphérique. Alors, on est à Marseille, on n'est pas très loin des installations portuaires. Donc, je vous livre là une jolie photo qui n'est là que pour illustrer le fait qu'on est intimement liés, qu'on est très proches et que donc nos pollutions se mêlent et que nous avons notre part à cette pollution. Donc, ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'a évoqué Alexandre, c'est que effectivement, le trafic passager, le trafic croisière est en pleine expansion et les chiffres en témoignent depuis plus de 20 ans, donc je les montrerai rapidement après. Ce qu'on voit aussi ici, donc là vous avez le MS Diana, c'est qu'aussi la taille des navires augmente, ce qui fait que ces deux phénomènes conjugués contribuent à augmenter la contribution des navires au port de Marseille. Alors, M. Michel a parlé des bassins ouest, on parlera ici des bassins est. Il faut savoir qu'en termes d'émissions atmosphériques, on se situe sur à peu près le même niveau d'escale à l'année entre les bassins est et les bassins ouest, ce qui veut dire que la contribution des navires à la pollution atmosphérique, alors, ce n'est pas exactement la même, mais en tout cas, on parle des mêmes ordres de grandeur. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, la problématique est tout à fait présente ici, dans l'enceinte marseillaise, tout autant qu'elle l'est sur les bassins ouest. Donc, on est à peu près sur 4000 escales par an, escales commerciales sur les bassins marseillais. Donc, voilà un petit peu les chiffres hein, pour voir comment croît le trafic passager sur la ville de Marseille. Alors, autant on est sur des volumes de trafic qui sont, on va dire, de façon globale, relativement, pas constants, mais en tout cas qui varient dans des parts relativement équivalentes sur la partie corse et sur la partie internationale. Autant depuis les années 2000, on est passé d'un volume de croisiéristes qui était de l'ordre de 100 000, 150 000 par an. Et puis, comme tu l'as dit, Alexandre, effectivement, aujourd'hui, on a dépassé le 1 million de passagers. Alors, en termes de contribution à la pollution, les navires qui escalent et les navires qui fréquentent les installations portuaires
font tourner des moteurs, donc des moteurs auxiliaires quand ils sont hackés, et des moteurs de propulsion quand ils évoluent en mer. Et donc c'est sur ces émissions-là qu'il est important de travailler pour essayer de les réduire. Donc, dans un premier temps, le législateur est là quand il s'agit de navigation commerciale internationale. C'est une législation qui est internationale, qui n'est pas nationale. Le législateur lui-même a travaillé en sorte à ce que ces émissions soient réduites, puisqu'il a légiféré notamment sur la teneur en soufre des carburants marines. Donc vous le voyez sur le premier graphique, on est dans une situation où il existe à l'échelle internationale des zones à émissions contrôlées et d'autres zones. En Méditerranée, on n'est pas encore zone à émissions contrôlées, ce qu'on appelle les zones CK par exemple sur le soufre, mais c'est quelque chose qui se discute à des échelles européennes et internationales. Il n'est pas dit que la Méditerranée ne rentre pas dans ces zones de forte contrainte d'émissions soufrées. Mais vous voyez que depuis 2010, et ça sous un rythme qui va s'étaler sur une vingtaine d'années, les émissions de soufre vont être fortement réglementées sur les carburants marines, ce qui a une conséquence très forte en termes d'économie pour les armateurs, puisque ces carburants-là existent sur le marché, mais à un coût bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui sur le carburant, sur le gasoil maritime. Autre moyen d'intervenir au niveau de législation, c'est d'intervenir proprement dit sur le navire en lui-même et sur les contraintes constructives pour les émissions, notamment de NOx. Donc là, on n'est plus sur le carburant, mais on est sur des spécifications qui portent sur les moteurs de propulsion des navires. Donc là, vous voyez aussi qu'en fonction de la date de mise en circulation de ces navires, s'imposent aux constructeurs des normes quant aux émissions de NOx. Donc ça, c'est une action, on va dire, qui est étrangère à l'action que peut avoir une autorité portuaire. Et donc là, je vais peut-être vous illustrer ce que nous, on imagine de réaliser dès l'année prochaine sur le port de Marseille. C'est d'équiper certains postes à quai de prises électriques, de sorte que les navires, pendant leur escale commerciale, arrêtent leur moteur auxiliaire et se branchent directement sur le réseau électrique municipal. Ce qui fait que pendant toute la période de stationnement du navire à quai, toutes les émissions sont stoppées. Donc il faut imaginer des grosses prises électriques, c'est parce qu'on a communément dans nos bâtiments, c'est aussi des voltages qui sont bien différents, c'est aussi également une fréquence qui est bien différente. Alors il faut savoir, si nous en France on est sur du 50 Hz, la majorité des navires qui circulent sont sur du 60. Donc ce qui veut dire qu'en termes de dispositif de connexion, ce n'est pas encore un dispositif qui est normalisé, et tous les navires ne sont pas équipés pour pouvoir se brancher dans les ports. Donc c'est une solution, on a parlé tout à l'heure de bouquet de solutions, c'est une solution, ce n'est pas la solution, mais en tout cas c'est des solutions qui peuvent être adaptées, et spécifiquement quand on a un armateur qui fait des escales très très fréquentes dans un port. Et donc c'est le partenariat qu'on a réussi à monter avec la CMN, où donc dès l'année prochaine, 3 de leurs cargos qui font la liaison régulière avec la Corse, qui sont le Piana, le Girolata et le Caliste, vont être eux-mêmes équipés à bord, parce qu'il ne suffit pas d'équiper les quais de prise électrique, il faut aussi qu'il y ait convertisseurs à bord pour pouvoir faire la connexion. Donc 3 de ces navires, et nous 3 postes à quai, donc les postes à quai qui sont fréquentés par ces navires-là, vont être équipés de sorte que pendant près de 8000 heures, puisque ça représente tout de même de l'ordre de 500 escales par an, pendant 8000 heures, ces bateaux seront branchés sur les équipements à quai. Donc grâce aux modélisations et aux calculs qu'on a pu faire avec AirPACA, on a pu
ce qui nous a aidé aussi à prendre nos décisions, quantifier le gain environnemental que cette mesure pouvait amener. Et donc ce dispositif-là, pour ces 3 navires-là, va permettre de faire tomber la contribution des émissions des navires à la pollution atmosphérique de près de 52 tonnes de NOx par an et un peu plus de 4,5 tonnes d'émissions soufrées. Alors, autre voie, autre solution d'amélioration pour tout ce qui relève des émissions des navires à quai et des navires généralement, c'est la propulsion au GNL. Alors vous avez sous les yeux un navire de Viking Line qui a été mis en service début 2013 et qui fait des rotations régulières entre la Finlande et la Suède. Ça ne se trouve pas en France, mais qui est le premier navire donc de commerce et puis de taille significative qui est équipé pour fonctionner au GNL. Donc le GNL il représente un vrai gain environnemental en termes de navigation, puisqu'en fait ça élimine quasiment toutes les émissions de soufre et d'azote liées à la propulsion maritime. Alors là aussi, on est sur des dispositifs qui sont difficilement réalisables sur une flotte existante. Donc on voit peu à peu les navires qui sortent des chantiers de construction navale être équipés de ce type d'équipement, mais ce sera quelque chose de très progressif. Il est relativement difficile d'adapter la flotte existante pour passer à ce mode de carburation. Ça pose des questions d'encombrement, ça pose des questions techniques. Et puis, ce dispositif-là demande également à ce que les ports d'escale puissent permettre un avitaillement en GNL. Alors, on a la chance, au port de Marseille-Fos, de disposer de 2, voire peut-être bientôt de 3 terminaux méthaniers. Donc, on a une capacité d'avitaillement en GNL unique en Méditerranée pour pouvoir fournir les navires qui escalent dans notre port, mais pas seulement. On peut aussi faire du short-sea sur de GNL pour permettre l'avitaillement en GNL d'une partie des navires qui fréquentent la Méditerranée. Autre dispositif technique pour un petit peu vous brosser l'ensemble des dispositifs existants qui là ne relèvent pas de ce que pourrait impulser une autorité portuaire pour réduire les émissions atmosphériques des navires, mais qui complètent le panel de ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle des filtres. Alors on appelle ça dans le langage maritime des scrubbers. C'est un dispositif technique pas hyper sophistiqué. C'est un dispositif de lavage des fumées aux émissions des navires avec des produits chimiques. C'est ce qui existe en sortie d'incinération. Donc c'est un dispositif, là aussi, qu'on voit de plus en plus apparaître. Tous les armateurs n'ont aujourd'hui pas fait le choix d'équiper leur navire de ce dispositif-là, qui est relativement efficace sur les NOx, mais qui, là aussi, présente à la fois des contraintes d'exploitation, parce qu'il faut quand même, c'est un dispositif supplémentaire qu'il faut maintenir et qu'il faut faire fonctionner à bord des navires. Pour des navires qui sont déjà en circulation, cela pose des problématiques d'encombrement, et également des problématiques de stabilité, parce qu'on doit les mettre aux évents, donc aux sorties des cheminées. Et donc ça, comme c'est des dispositifs relativement volumineux, ça peut poser des problèmes de stabilité. Donc voilà, ça c'est un dispositif que certains amateurs s'apprêtent à mettre en œuvre, mais là aussi, ça se fait plutôt à l'occasion de la construction de nouveaux navires que pour équiper une flotte existante. Voilà, donc j'ai essayé un petit peu de vous expliquer ce qui peut se faire et les choix qu'on a fait sur le port de Marseille pour réduire ces émissions. Merci beaucoup. Alors, vous avez donné le micro à Francisca Aligori, qui est ingénieur modélisation
à l'ARPE, parce que l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, on peut le résumer ainsi, à Venise. Allez-vous nous faire rêver? Thanks for inviting me in this very important event. I'm speaking in English, okay, even if also my English is so poor. So everyone knows Venice. Yes, Venice is one of the most popular and iconic ports of call on Mediterranean cruises. But the entry of the large cruises ships into the lagoon worries the local communities, environmental associations, and conservation groups, because it's not necessary that I remind that Venice and its lagoon are one of the UNESCO World Heritage Sites. As you know, Venice can remind the fish. Just at the mouth of the Fisher, there's the Marittima Station terminal, where the biggest cruise ships dock when hotling in Venice. They currently arrive and depart by the Lido entrance at the north of the lagoon and go through the Giudecca Channel just in front of the San Marco Square. On the south, there's the Malamocco entrance that is mainly for the commercial and industrial ships. The ships are direct to the port, to the inner port of Porto Marghera, and since last year, also Ro-Pax ships in Venice have been docking in this inner port. As shown in this graph, ships larger than 100,000 gross tonnage are docking in Venice in a growing number in the last years. These huge ships, accordingly to citizens and associations, are disproportionate to the size of the city. And there's a big worry that their proximity to the passing through the channel could cause damage to the Metropolis Foundation. However, the local port authorities say that numerous studies have been estimated that the environmental impact is minimal. After the Costa Coachella disaster last January 2012, pushed by the strong growing request, the Italian government bounded the transit of cruise ships in the San Marco Basin and the Giudecca Channel, but decided to delay the implementation of this banner until the alternative routes were found. Now there are two rival projects that are currently sitting on the table of the Italian Ministry, Environmental Italian Ministry. One is the so-called Contorta Sant'Angelo Channel project that has been presented by the Port Authority. The project proposed digging a 5-kilometer long channel in depths of the lagoon to let the big ships arriving at the Marittima Station by the southern entrance in Malocco, of the Malocco Lagoon. The second plan proposes to build a totally new terminal at the border of the lagoon entrance of Lido, outside the Mose mobile flood barriers that are under construction in these years. These two competitive projects were presented to the Ministry at the end of September, but while the proposal to carve out the channel has been prepared under specific law that speeds up strategic infrastructure works, so the environmental impact assessment has to be concluded within 90 days, the Venice Cruise Terminal project outside the Lido awaits
approval under the Italian Environmental Act with standard timetable and regulations. Meanwhile, an interministerial decree is expected to be soon issued with the same cruise ship navigation restrictions imposed by a previous act that was overturned last March by the Veneto Regional Administrative Court. This decree banned the cruise ships of more than 96,000 gross tonnage from sailing through the San Marco Basin, starting next January 2012 and 15. It also called for a year-over-year 20% reduction starting in January last year in the number of ships larger than 40,000 gross tonnage. So, in the meantime, I have to report that the Cruise Lines International Association members have been voluntarily complying with these restrictions while awaiting to a solution to this transit debate. But it's that important that I remember that Venice is not only an harbor, but also we have in the inner lagoon facing Venice, there's the big industrial area of Porto Marghera. An industrial area that, in spite of decreased industrial production since more than the last 20 years, still sites a raffinery, chemical plants, power plants, industrial incinerators, and metal plants. So, and in Venice, we have also the artistic glass work in Murano that nowadays count for more than 40 authorized plants in the little island of Murano and some inside the Venice lagoon. And finally, I have to mention the biomass burning that even if banned in the historical center of Venice as domestic heating, it has been demonstrated to be one of the main pollution sources for the Whirlpool Valley region, and it affects the very high concentration level measured in Venice in the cold months. In this context, I'm here representing a scientific consortium implementing a project to promote and address mitigation actions for the air impact by cruise and passenger ships. The project, named Caimans, proposes a scientific insight with high-resolution dispersion modeling of passenger ship plumes and an assessment of the population exposure to these plumes. The analysis is to be implemented for the present and the future scenarios with or without mitigation actions that will be studied in the 5 project pilot areas that are beside Venice and Marseille, Barcelona, Genova, and Thessaloniki. The project also wants to involve in a participative consultation the South Mediterranean ports in order to identify critical points, gaps, and possible solutions to be addressed at the national level, as in suggestion proposal for the upcoming new European programming period, as is one of the main objectives of the program that is funding the project, that is the MED program, and in particular the last maritime call launched last October. Thank you for your attention. Merci. Monsieur Bernard Nicolini, président de l'association L'Étang Marin. Merci. Si vous le permettez, je vais revenir très rapidement quelques instants sur la composition et la nature de la coordination de l'étang marin que j'ai l'honneur de présider depuis 1995. Il s'agit d'une association loi 1901 qui a la particularité de regrouper d'autres associations. Les membres sont des associations, donc on a dit plus de 60 sur le pourtour de l'étang de Berre. Sur les 60, il faut savoir qu'il y en a à peu près une dizaine qui sont dont l'objet est l'environnement et la protection de l'environnement. Quant aux autres, ce sont des associations diverses et variées.
très, très diverses et très variées, puisqu'on regroupe aussi bien des associations sportives, bien sûr nautiques avec le plan d'eau, subaquatique avec la pêche sous-marine, également la chasse maritime, chasse terrestre, bien sûr toutes les activités des clubs de voile, également des associations sportives telles que l'Aveyron, telles que des vététistes qui font le tour de l'étang, telles que, j'en passe, des randonnées pédestres, puisque vous savez que le chemin sur le pourtour de l'étang passe sur les rives de l'étang. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Simplement pour vous illustrer un petit peu la composition de cette coordination. Donc, j'oubliais les associations culturelles aussi. On a des artistes peintres qui viennent peindre au bord de l'étang. Voilà, des poètes qui écrivent au bord de l'étang, pourquoi pas. Donc, voilà un petit peu la composition de l'étang marin. Donc, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour vous illustrer la représentativité des populations, tout simplement, que représente la coordination de l'étang marin. Le fil conducteur de cette coordination étant essentiellement la réhabilitation écologique de l'étang de Berre en vue de la création d'un véritable aménagement territorial. Ce n'est pas une réhabilitation pour la réhabilitation. D'ailleurs, la coordination de l'étang marin présente un projet économique et un projet de développement durable sur le territoire de l'étang de Berre. Donc, je vais essayer, si vous avez vu le programme de la journée, je suis chargé d'apporter le témoignage de la société civile avec, entre parenthèses, étang de Berre. Mais si vous le permettez, je vais déjà essayer de lever les parenthèses à étang de Berre et à le faire rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Tout ça en 10 minutes. Je vais m'y employer. Alors, je vais gagner du temps moi, par rapport à mes collègues parce que je ne vous présenterai pas de diaporama, ayant justement préféré privilégier la parole et puis éventuellement les questions de la salle. Donc, encore une fois, si vous me permettez une autre digression, pour bien comprendre l'implication des citoyens, particulièrement sur l'ouest de l'étang de Berre, je vous parlerai, je vais vous faire un petit peu d'histoire et retourner un petit peu en arrière et vous indiquer qu'effectivement, sur ce territoire-là, c'était en avril 72, la première ASCA est née, elle s'appelait Erfobep, et ce n'est pas le fait du hasard si nous avons été les premiers à créer cette ASCA. C'est simplement lié à deux facteurs essentiels. D'une part, c'est l'activité économique et d'autre part, c'est la situation géographique. Vous savez que sur la situation géographique, on a l'étang de Berre qui crée des microclimats, qui provoque à certaines périodes de l'année le fameux couvercle d'ozone sur l'étang qui est contraignant pour les industriels puisque ça les oblige à réduire leur production. Et puis, situation géographique qui fait que nous sommes un petit peu encerclés par la chaîne de la Nerte, qui parfois on a l'impression que c'était pire que le mur de Berlin à sa plus belle époque, parce que les communications entre le sud et le nord, l'est et l'ouest sont un petit peu difficiles. Donc je pense que ça va s'améliorer dans les mois et les années qui viennent, en tout cas je le souhaite. Et puis nous sommes prisonniers par la falaise de Vitrolles. Donc c'est vrai que nous sommes quelque part dans une cuvette. Ensuite, il est bien évident que c'est lié à l'activité industrielle, puisque tout le monde sait que l'activité particulièrement pétrochimique s'est installée sur les pourtours de l'étang de Berre dans les années 29-30, et que depuis, nous n'avons cessé de voir ce développement industriel, ce développement économique s'emparer des rives de l'étang, mais au-delà de l'ensemble du territoire ouest étang de Berre. Voilà, Ouest-Provence. Bon, tout à l'heure, Monsieur Assante, vous avez évoqué la métropole en parlant de MPM, ce qui est tout à fait légitime, en parlant d'Aix, bien évidemment, et en parlant d'Aubagne. Vous avez oublié Ouest étang de Berre. Bon. Voilà, simplement, je vais essayer de faire en sorte de me rappeler à votre bon souvenir et de faire en sorte que soient pris en considération toutes ces populations et toutes ces activités qui génèrent de la pollution sur l'ouest de l'étang de Berre. Alors, si vous me posez la question, est-ce que la société civile est partie prenante et est intéressée par l'action d'Erfobep? Je vous réponds oui, 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 évidemment, 10 fois oui. Nous sommes intéressés et nous sommes impliqués du fait de cette situation historique.
Bon, évidemment, après, pour lutter contre l'immobilisme, lorsqu'il n'y a plus fallu qu'une association par région, nous avons bien évidemment fusionné avec Hermarex pour donner aujourd'hui Herpaca, et donc auquel nous sommes ravis d'assister, de travailler d'ailleurs, puisque la coordination est membre du bureau et membre du conseil d'administration, et que donc nous travaillons ensemble. Donc je vais peut-être... Nous sommes des cumulards à l'ouest de l'étang de Berre. Nous sommes des cumulards parce que, bon, Madame Devez a évoqué l'action touristique des bassins Est, en n'oubliant pas de préciser, et je vous en remercie, que dans les bassins Ouest, c'était à peu près équivalent, sauf que nous, dans les bassins Ouest, en plus de ça, nous avons l'industrie. Et nous avons l'industrie sur la zone portuaire, mais également sur la zone de fosse. Il ne vous a pas échappé que sur la zone de fosse, on a une industrie forte, à tel point que, et je vais peut-être remettre un petit peu, redonner l'eau à la bouche à M. Assante, si vous me permettez cette expression, je vais lui citer un chiffre, c'est qu'à l'ouest de l'étang de Berre, eh bien, c'est 70% de l'activité économique de la région. Vous avez bien entendu, de la région, 70%. Donc, vous l'avez compris, un territoire extrêmement impacté, et donc aussi une population extrêmement motivée et partie prenante. Nous avons développé un tas d'actions. Je parlerai simplement des nez. Vous savez que ce sont des bénévoles qui reniflent l'atmosphère et qui, lorsque décèlent des odeurs particulières, le signalent à Airfobeb qui va faire des enquêtes, y compris spécifiques, avec le laboratoire mobile, entre autres, plus l'ensemble des capteurs qui sont disposés. Donc, évidemment, Herpaca a un rôle essentiel et un rôle vital dans l'aménagement de notre territoire et dans la surveillance de la qualité de l'air. Mais on l'a évoqué tout à l'heure, la surveillance, pas seulement, je pense qu'il faudra évoluer tôt ou tard vers effectivement des propositions à nos élus pour essayer d'harmoniser un petit peu tous ces développements et de prendre en compte toutes ces populations. Le drame, c'est que nous, on a un air extrêmement pollué, mais en plus, des conditions climatiques qui font qu'il y a peu de vent, et quand il y en a, ce vent brasse un air, mais un air qui est pollué, d'où accélère encore sa nocivité et complique encore les choses, j'allais dire, pour essayer de réduire ces pollutions. Alors, n'attendez pas de moi que je mette en opposition l'environnement, la qualité de l'environnement et le mieux vivre que nous défendons avec le développement industriel. Nous ne sommes absolument pas dans cette démarche. Nous sommes dans une démarche de co-construction pour essayer d'aller vers un mieux vivre ensemble et d'essayer d'aller également vers une réorientation de cette industrie, puisque on sait tous que l'industrie lourde, du moins pour ce qui est de la pétrochimie, hélas, compte tenu du contexte mondial, va avoir tendance à disparaître pour peut-être, dans quelques années, ne conserver plus qu'une seule raffinerie sur le pourtour de l'étang de Berre. Donc, ce sont des données qu'il faut prendre en considération, que nous avons évaluées dans l'étude d'aménagement de territoire, dont je vous ferai copie, M. Assante, parce que je pense que la métropole aidant, on sera forcément amenés à travailler ensemble, en tout cas je l'espère, et donc à avoir une vision d'ensemble sur tout ce territoire. Donc, essayer de travailler à cette innovation industrielle, à ce redéploiement de l'industrie. Nous avons la chance d'avoir un territoire où nous avons beaucoup d'activités, beaucoup de bureaux d'études, beaucoup de penseurs, beaucoup de gens qui sont dans la recherche pour arriver à faire des propositions intéressantes que nous essayons de faire au sein du comité de consultation où je suis également impliqué sur le SCOT Ouest Étang de Berre. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, nos populations sont motivées, oui, elles sont intéressées, oui, elles nous interpellent et interpellent Herpaca fréquemment, et nous essayons de leur apporter des réponses. Il est très important que le tissu associatif, dans son ensemble, soit impliqué. Il y a ici dans la salle de nombreux collègues qui auraient pu prendre ma place
aujourd'hui, parce qu'ils sont aussi présidents d'associations sur des territoires. Je ne vais pas les citer parce que je vais forcément en oublier, mais il y a une grosse coordination qui est représentée également dans la salle. Donc, nous travaillons avec toutes les instances et les institutions avec lesquelles nous pensons pouvoir être utiles et apporter une plus-value. Et donc, ce qui est très important, c'est ce vecteur associatif pour communiquer avec les populations qui sont en demande. Et je suis persuadé que, y compris sur MPM, mais également sur l'ensemble de notre territoire, beaucoup de gens se posent des questions et beaucoup de gens n'y trouvent pas de réponse. Donc c'est vrai que nous avons là un vrai devoir d'information, un vrai devoir de communication et essayer de faire remonter également auprès des ASCA les inquiétudes des citoyens et de la société civile que je représente. Voilà. Alors, moi, je ne vais peut-être pas m'étaler plus dans mon propos compte tenu de l'heure. Et si vous le permettez, j'aurais peut-être une première question à poser à notre intervenant de tout à l'heure, monsieur, pardon de chercher son nom. Alors, voilà, monsieur Soleiman. Monsieur Soleiman. Alors, j'espère que vous allez m'entendre, me comprendre. Si j'ai bien compris, je mets un gros si, dans votre exposé, vous faites état donc du déplacement pur et simple de votre port. J'allais dire, quel bonheur de pouvoir le faire, quel bonheur d'avoir une géographie qui permette de le faire. Nous, à un moment donné, on avait un petit peu la même préoccupation sur notre territoire avec l'aéroport. Figurez-vous que l'aéroport, il faut qu'il se développe. Il est en plein milieu urbain. Il est en plus en plein sur l'étang. Il nous pose des problèmes sur les hauts fonds et ont tendance à isoler l'étang de Veynes, puisque je rappelle que l'étang de Berre est composé du grand étang de l'étang de Veynes vers Vitrolles-Rognac et de l'étang de Bolmont vers Marignane. Et c'est vrai que ce comblement de pistes, si on envisageait le doublement, ou à l'époque où on l'envisageait, était très préjudiciable au milieu de l'étang de Berre, à tel point qu'on envisageait la possibilité de déplacer l'aéroport. Alors, évidemment, vous allez me dire, énorme chantier, mais vous êtes bien placé pour connaître l'ampleur de votre chantier. Alors, j'ai de suite la question qui me taraude, c'est que déplacer le port, c'est très bien, bravo, félicitations. Avoir la préoccupation de l'environnement, il n'y a pas de doute, vous avez fait la démonstration que vous l'avez, mais cela ne doit pas obérer pour autant la limitation des pollutions. On est bien d'accord que déplacer les pollutions, c'est une bonne chose, mais encore faut-il ne pas perdre de vue de les réduire. Est-ce bien compris dans votre plan de transfert? Merci beaucoup, M. Nicolini. Merci. Merci, M. Nicolini, de votre intervention. Puis, Dr Soleiman, si vous voulez bien répondre. Thank you. I'll answer in English, please. Just to be frank here, it was not relocated just because of the environmental concerns. As you know, when you create a special economic zone authority, the land in terms of value goes high. So the decision was actually strategic for the government. If we relocate this port, it will cost the country millions, 500 millions. It's not an easy decision. But again, this is not just to protect the environment, which is protecting by relocation, but you are creating an empty land where you can attract investment to this area. So the land was allocated to a new investment, which is external investment. He will take care of all the infrastructure, and he will bring all the developments in the area. And he paid for this land as a lease for, I think, 49 years, something like this. I'm not really an official to say the numbers, but they paid, I think, $500 million US. Based on this, besides our plans that we really need to resolve the issue, because there was a study earlier saying that we have two options, we have two alternatives, either to do a remediation actions in the same place, and the cost will be for only the phosphate export terminal, it was 20 million. Can you imagine for the cargoes? I mean, the number is huge. And the cost of relocation. Relocation, we have the land. Fortunately, we have the land for this. It is near the Saudi border. It's empty, bare land. It is totally empty. It was aimed to create heavy industrial areas.
There was some industrial areas there, but it was this land was empty. So the relocation design, the decision was taken. Plus, we are not relocating the same structure. We are building a new structure. So the new phosphate export terminal, it is fully automated, fully covered, enclosed system, not like open dump area. So we are creating a new one, which is environmental friendly. And the new port, of course, will be done in a sustainable manner. So all the activities will be done with the environmental clearance first. So they have to go any part, even the port. The government is doing it, but they have to do environmental impact assessment for each phase. And they have to get environmental clearance. So the decision was taken because of the land, as in terms of development, and because of the environment, so that we have a clear environment, because our target is 50% in terms of tourism. You can't really attract tourism investment and keep the situation in this way. I mean, you have to do something about it. So it was clever that you achieve both at the same time. It's costly to the government. So the decision actually, so the environmentalists and the decision makers take the same decision for two benefits. And I think this is a successful story that we share with you here. Thank you. Merci, merci infiniment. Vous avez annoncé à l'instant, au travers de votre question, le moment qui est venu maintenant que vous posiez quelques questions. Pendant ce temps-là, Jean-Charles Lardy, qui est directeur de service à prospective à la ville de Marseille, est en train de finaliser la synthèse des débats, puisqu'il va venir nous rejoindre d'ici quelques minutes, pour vous dire ce qu'il a retenu de la quintessence de nos travaux. Mais monsieur souhaitait intervenir. Oui, c'était vous pour avez poser le une micro à la question main, allez-y. Pour la salle, hein. La parole est à la salle, n'est-ce pas, ou à votre chargé de... Bon. Bonjour, je suis Adrien de France Nature Environnement. Je travaille sur les thèmes de santé et environnement. La qualité de l'air est la première préoccupation des Français. Ça a été révélé par une étude récente du ministère de l'écologie devant le risque de cancer et devant le risque de chômage. C'est pour dire que c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde et nous sommes à France Nature Environnement très sensibles à cela. Ma question portera sur le transport maritime de passagers et de marchandises. Nous approchons de l'année 2015, qui sera l'année où la France accueillera la conférence internationale des Nations Unies sur le climat. Nous espérons à France Nature Environnement que la qualité de l'air sera au centre des débats. Nous avons aussi une donnée internationale qui est rarement retenue, mais qui dit en substance que d'ici à 2050, les émissions de polluants du transport maritime et de passagers sera la première cause d'atteinte à la qualité de l'air. Ce qui nous amène, puisqu'on se projette dans le long terme, à nous demander quelles sont effectivement les mesures qui sont prises à la fois par les pouvoirs publics et par les opérateurs privés pour diminuer ces atteintes à l'environnement par les bateaux de passagers et de marchandises. Nous sommes aussi en contact avec un réseau européen qui consiste à partager les bonnes pratiques dans ce secteur. Et nous avons vu récemment que, par exemple, le Danemark a imposé à ses ports de relever le niveau d'exigence et d'interdire l'accès à leurs ports à certains bateaux qui ne respectaient pas des limitations de qualité de l'air. Alors, est-ce qu'on en est là, par exemple, au port de Marseille ? Et on a vu au Danemark que le rôle des autorités publiques a été réellement moteur pour attirer finalement, pour faire comprendre aux opérateurs privés qu'il ne s'agissait pas là de contraindre davantage leur fonctionnement, mais de les amener vers des meilleures pratiques qui bénéficient à tout le monde. Donc, où en est-on à Marseille ? Est-ce que les autorités publiques prennent de l'avance, sont proactives ? Et dans quelle mesure on peut attendre un changement au niveau du port de Marseille ? Merci. Alors, je pense que, Madame Devez, vous pouvez essayer de répondre à la question, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit de tout le monde, et du vôtre en particulier. Ça s'appelle le port autonome. Donc les collectivités publiques qui sont autour, c'est un peu plus compliqué d'intervenir. On est dans un périmètre particulier.
Et donc, dites-nous aujourd'hui ce qui est fait, plus court que tout à l'heure, de ce qui est fait et de ce qu'on projette pour demain. Si, tout à l'heure, oui, tout à fait, parfaitement bien, parfaitement bien. Oui, alors je vous ai un petit peu fait le panel de ce que nous, on avait envisagé. Dans votre intervention, vous nous opposez un petit peu à ce qui est fait en Europe du Nord. Il faut savoir qu'au niveau du corpus législatif et des prérogatives des États, et également des autorités portuaires, on n'est pas dans le même schéma d'organisation et on n'est pas non plus dans les mêmes contraintes réglementaires. Comme je vous l'ai dit en début, sur les niveaux d'émissions en soufre et en azote, les pays d'Europe du Nord se trouvent en zone CECA, donc en zone fortement réglementée. Nous, on est dans un contexte réglementaire qui est différent. Donc déjà, si on avait quelque chose à appliquer, on n'aurait pas forcément les mêmes législations. Et les pouvoirs de police en termes de qualité de l'air que peuvent avoir les autorités portuaires au nord de l'Europe ne sont pas les mêmes que celles que nous avons sur le territoire national. Alors bien sûr, nous, on pourrait être incitatifs, mais aujourd'hui, dans le corpus législatif, on n'a pas le pouvoir de police pour agir de la même sorte que ce qui est fait en Europe du Nord. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une ou deux questions? Oui, madame. Est-ce qu'un micro peut arriver jusqu'à vous? Merci. Oui, on a vu cet après-midi la problématique air transport, donc transport routier, air et port. À quand la problématique air aéroport? Oui. Oui, écoutez, comme quoi des questions très, très courtes, ce sont très pertinentes. Je pense, si quelqu'un veut répondre à ma place, peut-être Alexandre peut répondre, mais tout est dans ce que veut le législateur qui doit s'inscrire dans une dimension internationale en ce qui concerne le survol que nous avons à avoir sur notre territoire. Et je crois que c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, si on ne se tourne pas vers cela, comme cela a été exprimé tout à l'heure pour les navires, on aura beaucoup trop de difficultés par rapport à eux, puisqu'en faisant tous une amélioration sur notre quotidien, sur nos déplacements, sur notre vie, voire sur la capacité industrielle que nous avons sur le département des Bouches-du-Rhône, par exemple, eh bien, on améliorera une situation, alors que dans le ciel, ça ne s'améliorera pas. Mais peut-être qu'Alexandre va apporter une précision. Vous voulez prendre la parole, Madame Cambou, je vous la laisse juste dire un point sur la région PACA que peut-être après Madame Cambou pourra compléter effectivement sur le cas parisien qui était également complexe. Juste dire que nous avons une station juste à côté de l'aéroport de Nice. Je tiens à le signaler aussi, hein, on parle au nom de l'ensemble de la région PACA. Et donc effectivement, on a aussi comme volonté au niveau de l'inventaire des émissions d'avoir accès à l'ensemble des données qui sont importantes pour nous aussi, qui est l'accès à, on parlait du trafic routier aujourd'hui, l'accès à l'ensemble des données et du trafic passager routier qui arrive dans l'aéroport. C'est une information que nous n'avons pas complètement à l'intérieur de la zone aéroportuaire, qui nous manque dans les inventaires. Et également, je tiens à préciser aussi que dans le plan de protection de l'atmosphère, il est prévu aussi une réduction dans les engins qui amènent effectivement le carburant. Il est prévu effectivement d'équiper ces engins de systèmes électriques pour pouvoir effectivement réduire localement certaines émissions de NOx. Après, dire aussi que la mesure de la qualité de l'air en général sur les aéroports n'est pas évidente, puisqu'il faudrait qu'on soit en proximité. Vous l'avez vu tout à l'heure, on en a parlé, Madame Cambou l'a rappelé, on a d'énormes gradients lorsqu'on est très très proche de la voie, et dès qu'on s'éloigne de la voie, du fait de la dispersion, effectivement, on a nettement moins de concentration en dioxyde d'azote notamment. Donc quand évidemment aux mesures de COV ou de particules, il faudrait effectivement les compléter et enchérir sur des campagnes de plus grande ampleur sur nos aéroports en région PACA. Je laisse peut-être Madame Cambou compléter sur le système. Voilà. Alors, très concrètement, l'autorité indépendante en France
qui s'appelle ACNUSA et qui a des compétences sur les aéroports, à la fois historiquement sur le bruit, mais depuis quelques années aussi sur l'air, a lancé un groupe de travail dans lequel participent des représentants d'ASQUA, mais des représentants de gestionnaires d'aéroports et pas que, pour essayer d'avoir une évaluation la plus fine possible sur ce qui se passe sur les plus grands aéroports de France. Sachant que quand on raisonne aéroport, ce n'est pas que les avions, bien sûr c'est les avions, ça ce ne serait pas un aéroport, mais c'est aussi tout l'accès de l'aéroport, à la fois pour tous les passagers qui viennent ou qui partent des aéroports et pour ceux qui y travaillent. Et donc, on ne peut pas, si on parle d'une zone aéroportuaire, et puis il y a tout le fret aussi lié à l'aéroport, donc on ne peut pas, si on travaille sur une zone aéroportuaire, oublier de prendre en compte l'ensemble de ces sujets. Et je vous propose, tout simplement pour ceux qui veulent en savoir plus, de temps en temps, vous consultez le site de l'ACNUSA, je ne sais pas quand il y aura des informations en ligne. Ça, par contre, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Merci beaucoup, Madame Cambot. Mais je vous en prie, Monsieur Nicolini. Oui, alors, oui, voilà. Moi, j'ai une réponse à vous apporter sur la desserte, ou du moins l'accès aux aéroports. L'étang de Berre, pour y revenir, et toujours pour lever les parenthèses, a été longtemps considéré comme un obstacle. Il est temps qu'aujourd'hui, on le considère comme un moyen. Et je veux parler notamment des projets qui sont en cours de navettes maritimes sur la desserte de l'aéroport, mais pas seulement, sur les liaisons interurbaines, entre par exemple Istres, Vitrolles, Berre, l'aéroport, Martigues, Saint-Chamas. Il y a tout un réseau qui est installé. Alors je sais qu'on y travaille actuellement. Là aussi, essayons d'avoir un projet d'ensemble, même si après on est obligé de le fractionner, économie oblige et budget oblige, mais qu'on essaye d'avoir une réflexion globale sur ce plan d'eau et sur les possibilités de déplacement au travers de navettes maritimes qui induit bien évidemment des zones de stationnement, qui induit également des modifications, des aménagements des transports en commun pour y arriver et le requitter. Voilà. Mais de ce point de vue, je peux vous apporter une précision, puisque je fais partie du syndicat mixte des transports départemental, où le président de l'intercommunalité de Martigues a brillamment présenté son dossier et qui s'inscrit dans ce que vous venez d'exprimer. Ils ont fait les études préliminaires, donc beaucoup de surprises d'ailleurs. Penser pouvoir utiliser des bateaux électriques, mais pas possible d'être tout le temps, pas possible de pouvoir faire certaines liaisons. Et donc, il y a une réorientation qui est en train de se faire, mais il y a une vraie coordination, homogénéité et une transversalité sur ce dossier tel que vous venez de l'exprimer. Est-ce qu'il y a-t-il encore une question? Ou... Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, Jérôme Clave, Air Paris, juste pour compléter encore un petit peu sur la problématique transport aérien, je suis désolé parce que c'est effectivement plutôt maritime, pour compléter ce que disait Madame Cambou et Alexandre. Effectivement, à Air Paris, nous avons bien sûr intégré la surveillance des transports aériens, puisque l'impact de Roissy et de Orly est considérable. Ils sont de plus en plus dans la région parisienne. Alors, ce que je peux dire, c'est que, au point qu'on a fait donc sur le site d'Air Paris une plateforme d'observation qui s'appelle Survol et qui travaille, en fait, qui tourne tous les jours et qui donne la pollution au voisinage des plateformes aéroportuaires parisiennes. L'autre point aussi, c'est rappeler peut-être la position de la Fédération Atmo qui travaille avec la CNUSA et qui demande à ce que soit intégré dans le dispositif de surveillance des ASCA, les dispositifs de surveillance en propre, mais qui sont pour l'instant gérés de façon indépendante par les autorités aéroportuaires. Donc c'est une proposition là aussi, en fait,
ce qui a été fait déjà au niveau de l'industrie, hein, il y a 30 ans, les industriels avaient leur propre système de surveillance de la qualité de l'air et ça a été intégré dans les ASCA. Et je sais que dans cette région-ci, ça a été particulièrement important et positif. Et bien, on demande la même chose également au niveau d'Aéroports de Paris pour rassurer d'une part les associations et assurer encore une fois l'indépendance de l'information qui est le fondement même pour avoir des actions efficaces pour et la transparence, bien sûr, Madame Cambou, sur l'impact, disons, des aéroports sur la qualité de l'air. Et oui, Madame Cambou, écoute tout, du début jusqu'à la fin. Hein. Monsieur Lardigue, Monsieur Jean-Charles Lardigue, c'est à vous pour faire la synthèse des travaux. Et vous avez bien sûr un exercice extraordinairement difficile. Vous avez moins de 10 minutes pour cela. Nous rappeler ce sur quoi nous avons travaillé. Bonjour. Bon, alors, j'étais effectivement un de ceux qui ont travaillé, qui ont essayé de travailler en écoutant tout ce qui a été dit. Je pourrais dire que les intervenants ont été très clairs et que personne n'a dormi et que donc le besoin de synthèse n'est pas avéré. Et m'arrêter là. Mais je vais quand même pointer un certain nombre de constantes, essayer de structurer un petit peu ce qui a été dit, ce qui n'est pas très facile quand il s'agit d'études de cas, et puis me permettre une petite mise en prospective personnelle en guise de conclusion. Alors, ce matin, on a parlé des enjeux sanitaires, et cet après-midi, José Cambou et Bernard Nicolini nous ont rappelé effectivement aussi bien la création d'Airfobep que l'importance des enjeux sanitaires. On nous a aussi mis à l'épreuve, en quelque sorte, ce matin, à travers l'intervenant de l'État qui nous a dit, effectivement, depuis 5 ans, maintenant, l'État arrive à fusionner 2 problématiques, l'air et la santé de l'autre, le climat et l'énergie de l'un et le climat et l'énergie de l'autre côté. C'est vrai que quand on lutte contre la pollution de l'air, à 90%, on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et réciproquement. Mais pour autant, il a fallu attendre les années 2010 pour qu'on décide que les 2 problématiques devaient être mises en synergie et traitées de la même façon. Bon, on peut penser que les collectivités territoriales se retrouvent depuis plus longtemps dans une démarche beaucoup plus globale face à ces problématiques. Alors c'est vrai qu'on a encore devant l'urgence d'agir un certain nombre de démarches sectorielles, et on a entendu cet après-midi la question du Val d'Aoste avec Manuela Zublena qui nous a expliqué comment elle prenait des mesures radicales pour lutter contre la pollution des automobiles. On a des véhicules en Val d'Aoste, et Magali Devez de la même façon nous explique comment le grand port maritime de Marseille s'attaque à la problématique de la pollution des bateaux. Mais c'est vrai que quand on a des approches sectorielles, on a des risques de report. Ça a été dit effectivement tout à l'heure par Bernard Nicolini qui a interpellé Eman Zuleyman en disant mais est-ce que le port, en le mettant ailleurs, vous n'allez pas simplement reporter les pollutions? On pourrait poser la même question effectivement à Venise, mais on aurait certainement les mêmes réponses parce qu'effectivement on ne fait pas ces transferts portuaires mutatis mutandis, et au contraire on améliore la situation à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on a toujours la question de se dire tiens, quand on fait du tout électrique aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles vont être est-ce que les énergies primaires qu'on utilisera seront aussi propres qu'on l'imagine, puisque quand on voit certaines grandes villes chinoises, eh bien on est étonné de voir leur partie moderne tout à fait connectée, électrifiée, avec énormément de véhicules électriques, aussi bien collectifs que particuliers. Et pour autant, on sait d'où vient leur électricité et on sait qu'effectivement, ce n'est qu'une étape et qu'il faut poursuivre. Mais un jour, sans doute, en Chine, on basculera peut-être très rapidement du charbon vers des formes d'énergie renouvelable et leurs villes, justement, seront prêtes. Mais effectivement, je crois qu'on a fait, à travers les exemples qu'on a vus, un plaidoyer sur cette approche globale, aussi bien avec Eman Zuleyman qui nous expliquait qu'on se retrouvait à Aqaba dans un plan d'ensemble, prenant en compte le tourisme, prenant en compte la mesure de la qualité de l'air, des réserves marines aussi, il n'en a pas parlé. Et on se retrouve aussi de la même façon à Venise, on est dans des planifications globales aussi bien qu'à Montpellier. Le signe
le signe que j'ai vu très important, c'est que ces approches globales sont des approches à la fois locales et des approches participatives. Alors je crois que c'est important de le souligner, de renvoyer en quelque sorte aux représentants de l'État qui ne demandaient d'ailleurs qu'à pouvoir avoir des témoignages des collectivités en ce sens, que de renvoyer cette conviction que si on adopte une vision, je dirais le terme, le jargon, un peu le jargon, la vision systémique, donc globale, transversale, interdisciplinaire, d'abord on est forcément local, parce qu'effectivement, mener des approches systémiques à des échelons supérieurs, c'est trop complexe. Et puis, on est forcément participatif parce qu'on s'intéresse à tous les problèmes. Et cette notion de participation, qui a été soulignée par Manuela Zublena, par Anne Fromage-Mariette, met en scène le rôle des agences de surveillance et de la qualité de l'air, qui sont assez novatrices à cet égard. Et cette approche participative et globale, on le voit, on l'a commencé à le percevoir à travers certains enjeux, répond naturellement à plein d'enjeux. Quand on sort du sectoriel, effectivement, Isabelle Gianel l'a souligné à travers sa planification urbaine, à travers l'intermodalité, quand on... finalement, tout tombe juste quand on s'intéresse à la fois à la qualité de vie, à la santé, à l'attractivité, à l'économie, aussi bien l'économie au niveau macro que l'économie individuelle, les économies de voitures, de budget, comme on l'a dit. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que c'est un peu une révolution de la pensée, parce que ça veut dire que quand on entreprend des démarches participatives, et l'imam Homsi à Tripoli engage aussi ce type de processus, puisqu'en commençant à mesurer, à sensibiliser la qualité de l'air, à sensibiliser la population, en s'engageant dans le programme de gouvernance, en ayant aussi, elle n'en a pas parlé, un projet de bureau de développement local qui serait une sorte de bureau transverse de l'action publique de la ville de Tripoli. On se retrouve, on voit que tout tombe juste et que cette sobriété que nous recherchons, associée au renforcement du lien social, eh bien, ça vient peut-être naturellement et peut-être plus naturellement qu'avec des politiques d'État qui vont nous enjoindre de respecter le 3x20. Et pour terminer, pour respecter dans les 10 minutes, effectivement, je dirais que la réflexion que nous conduisons à Marseille avec un certain nombre de villes de Méditerranée sur les écoquartiers créatifs satisplaira certainement à José Cambou, puisqu'effectivement, on se dit que les choses vont changer. Les choses vont sans doute changer énormément, et je ferai un petit clin d'œil à l'aune de la lecture et de l'écoute de Jérémy Rifkin, en me demandant « et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai qu'il faut que le modèle sur lequel on est en train de travailler, ce modèle sur lequel on essaye d'appliquer une analyse systémique, une vision globale et participative, et si ce modèle était d'ores et déjà dépassé, bientôt dépassé, et qu'il fallait réfléchir, passer la vitesse supérieure pour réfléchir à des choses qui vont être complètement différentes dans l'avenir, en se posant les questions des modes de déplacement de demain qui seront induits par les besoins de déplacement de demain, qui seront induits eux-mêmes par les modes de vie de demain, notamment à l'aune de l'informatisation, du numérique, de la dématérialisation, modes de production industrielle qui seront aussi engendrés par des besoins de consommation différents liés à ces mêmes modes de vie. Ces modes de vie auxquels les collectivités s'intéressent, parce qu'effectivement, l'attractivité, je reste complètement dans le sujet, l'attractivité est à la clé de la capacité de des villes, à tirer le meilleur parti de tout ce de toutes les technologies qui viennent et qui interpellent fortement les décideurs, parce que quand on voit proximité, circuit court, préférence locale, réindustrialisation, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, la dématérialisation, le besoin d'économie résidentielle, on voit des tas de choses qui ne se transportent pas, qui n'ont pas besoin de transport. Et donc, on peut imaginer effectivement qu'on est au-delà des approches un peu curatives que nous avons vues aujourd'hui, des approches radicalement préventives qui se présentent naturellement sous réserve qu'on puisse les stimuler
et les encadrer. Et je citerai juste un exemple en termes de mode de vie, de télétravail, par exemple, le télétravail, par exemple, et de transport en commun. Un petit calcul que j'ai fait hier pour parler du covoiturage et de l'intermodalité qui a été signalée par Isabelle Gianel et d'autres personnes. Si sur la ligne principale desservie par les transports en commun de Marseille, sur le tronçon, pour ceux qui ne connaissent pas, du Prado à Castellane, si on se disait, on arrive à faire du covoiturage sur la ville, donc on se projette 20 ans en avance, non pas 20 ans en avance, on va dire 2, 3, 4 ans, avec un covoiturage qui puisse être généralisé avec les nouvelles technologies, avec les technologies informatiques, si on arrivait à avoir 20% de covoiturage, c'est-à-dire que 20% des automobilistes descendent de leur voiture, laissent leur voiture et montent dans les voitures des autres. Eh bien, il y aurait encore une capacité telle dans les voitures qui circulent en heure de pointe à Marseille qu'on pourrait accueillir la totalité des gens transportés par le métro et les 2 lignes de bus qui desservent le même secteur. Alors ça fait réfléchir, ça veut surtout pas dire qu'il faut supprimer les transports en commun, mais ça veut dire qu'on a, par exemple, là, un fabuleux moyen complémentaire de transport collectif qui va forcément être mobilisé dans les années qui viennent et qui peut favoriser la qualité de l'air, bien entendu, de manière considérable. Imaginez 20% de trafic, ne serait-ce que 20% de trafic en moins, et même beaucoup moins, mais qui va qui risque de générer aussi de nouvelles formes urbaines. Et là, les collectivités vont devoir se poser la question, risque de réétalement urbain, parce qu'effectivement, le transport, le coût du transport avec des dispositifs comme ça va diminuer considérablement. Et donc, ceci nous laisse face à un champ de réflexion qui va nécessiter des expérimentations, un fort investissement des collectivités, avec la population et bien entendu dans une perspective méditerranéenne. C'est pour ça que je parlais d'éco-quartiers créatifs méditerranéens. Et donc les échanges en Méditerranée sur ce sujet vont sûrement largement compléter ceux sur la qualité de l'air en les situant dans une vision plus large. Mais je crois que les agences de la qualité de l'air, les agences de surveillance de la qualité de l'air ont ouvert le chemin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Charles de cette synthèse. Je dirais qu'elle a ouvert le champ du Smart City sur lequel nous travaillons tous aujourd'hui et qui ouvrira encore de nouvelles pistes de réflexion. Bravo. Nous pensions que nous avions été pas mal, mais à l'écouter, il semblerait que les 2 tables rondes ont été excellentes. Merci encore Jean-Charles. Je vais passer le micro maintenant à Dominique Robin qui va enchaîner sur la prochaine table ronde. Mais vous savez que ce soir, nous portons sur les fonds baptismaux la future convention qui sera signée entre RPACA et la Fondation Mohamed VI du Maroc. Et nous vous invitons tous, je vous invite tous à venir pour célébrer je dirais presque cette union, entre guillemets. Il faut faire attention en ce moment. Donc cette éco-participation de l'un par rapport à l'autre à l'hôtel de ville, c'est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Et nous allons nous retrouver, si on tient les horaires, Dominique, vers 18h, 18h30 à l'hôtel de ville de Marseille. Merci infiniment de votre attention. Bonne continuation.